La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino. Chapitre 1. 9 secondes. Il s'agit de réveiller l'auditoire. Sur l'estrade, l'homme est confiant, fier de sa trouvaille. Derrière lui, un écran. Sur cet écran immense, un magnifique poisson rouge, l'œil rivé à son bocal. Pour tout texte, un point d'interrogation. L'image, comme toujours depuis qu'Instagram a modifié notre regard, est saturée par les filtres et l'œil rond du poisson procure sur l'assistance un effet hypnotique. L'homme qui fait la présentation a tout du hipster cool mais chic. Chemise blanche slim sortie sur la taille, pantalon serré à la coupe parfaite, chaussures de sport pastel, barbe de 3 jours, cheveux savamment désordonnés, lunettes de prix, anglais à l'accent international, élocution rapide, micro-casque léger, la trentaine sportive. Il porte tous les signes extérieurs de la réussite mondiale, de la pression supportée et du confort matériel associé à la vive intelligence. Il est sûr de lui, c'est normal, c'est un Googler, un employé de Google. Avec beaucoup d'autres, il est venu de Mountain View, le siège de l'entreprise la plus puissante du monde, pour porter la bonne parole du géant numérique devant un groupe d'Européens travaillant dans différents médias. C'est la méthode Google, organisée plusieurs fois par an sur tous les continents, des rencontres avec des professionnels. Ces moments permettent à la firme de faire connaître ses outils, ses techniques, ses recherches. Ils se ressemblent tous, qu'ils aient lieu à Paris, Londres, Berlin, Madrid, Rome ou Stockholm. On y promeut l'esprit de partenariat entre le géant californien et ceux dont il régente désormais la vie numérique. Il y a tant de choses à faire, tant d'intelligence à partager, à l'américaine, entre professionnels de bonne volonté, soucieux de construire un monde où l'information est partagée de plus en plus vite et de plus en plus précisément pour le bénéfice du plus grand nombre. Tel est, néanmoins, l'esprit revendiqué, que renforcent de petits cadeaux et la mise à disposition d'une quantité illimitée de nourriture à chaque pause. Bien sûr, l'effet produit est inverse. À chaque réunion, l'écart entre Google et ses interlocuteurs, inexorablement, se creuse. Si, il y a quelques années, la différence de puissance semblait vertigineuse, elle n'est aujourd'hui simplement plus mesurable. Google n'est plus de notre monde, ou, plus exactement, il a construit un monde qui, chaque jour, est un peu moins le nôtre. La salle attend la révélation de l'homme de la firme. Manifestement, cela a demandé de l'imagination, du temps et, bien sûr, la formidable puissance du calcul informatique requise par l'intelligence artificielle. Derrière ce mot magique, il n'y a que des données et des formules mathématiques qui permettent, petit à petit, à une machine d'apprendre à reconnaître, à analyser, à trouver des explications. Mais, pour que cela fonctionne, il faut des milliards et des milliards de données intelligemment agencées par des milliers d'ingénieurs. L'homme parle du poisson rouge sur l'écran, de cet animal stupide qui tourne sans fin dans son bocal. Les humains l'ont mis là et se rassurent comme ils peuvent. La mémoire de l'animal est si peu développée, son attention si réduite, qu'il découvre un monde nouveau à chaque tour de bocal. La mémoire de poisson rouge, loin d'être une malédiction, est, pour lui, une grâce qui transforme la répétition en nouveauté et la petitesse d'une prison en l'infini d'un monde. Cette fameuse mémoire du poisson rouge est-elle une légende ? Beaucoup d'entre nous ne se sont jamais posé la question, simplement heureux d'avoir une expression à utiliser lorsque nous voulons nous excuser d'un moment d'inattention. Mais Google ne connaît pas de limite à l'extension du domaine de son calcul numérique. Et l'homme, donc, annonce que son entreprise a réussi à calculer le temps d'attention réel du poisson, le fameux attention span. Et celui-ci est effectivement dérisoire. L'animal est incapable de fixer son attention au-delà d'un délai de 8 secondes. Après ces 8 petites secondes, il passe à autre chose et remet à zéro son univers mental. Reste que l'homme n'en a pas fini de ses annonces. Les ordinateurs de Google ont également réussi à estimer le temps d'attention de la génération des millénials. Ceux qui sont nés avec la connexion permanente et ont grandi avec un écran tactile au bout des doigts. Ceux qui, comme nous, ne peuvent s'empêcher de sentir une vibration au fond de leur poche. Ceux qui, dans les transports en commun, avancent l'œil rivé sur le smartphone, concentrés dans l'espace-temps de leur écran. Le temps d'attention, la capacité de concentration de cette génération, annonce l'homme, est de 9 secondes. Au-delà, son cerveau, notre cerveau, décroche. Il lui faut un nouveau stimulus, un nouveau signal, une nouvelle alerte, une autre recommandation.
dès la 10e seconde, soit à peine 1 seconde de plus que le poisson rouge. Pour Google, ces 9 secondes représentent un défi à la mesure de l'entreprise californienne. Comment faire pour continuer à capter les regards d'une génération distraite de la distraction par la distraction, pour reprendre les mots de T.S. Eliot. Quels outils, quelles formules mathématiques, quelles propositions construire pour nourrir en permanence l'esprit d'utilisateur qui passe à autre chose avant même d'avoir commencé à faire quelque chose. Google ne s'affole pas. La firme californienne sait parfaitement répondre à cette évolution dont elle est en partie responsable. Grâce à nos données personnelles, elle saura nous fournir notre dose avant que le manque ne se fasse sentir. Nos rêves numériques se brisent sur cette durée dérisoire. L'infini nous était promis. Il était entendu que le cyberespace ne connaîtrait de limite que celle du génie humain. Au lieu de quoi, nous sommes devenus des poissons rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans, soumis au manège de nos alertes et de nos messages instantanés. Notre esprit tourne sur lui-même. De tweets en vidéo YouTube, de snaps en mail, de lives en push, d'applications en new feeds, de messages outranciers poussés par un robot aux images filtrées par les algorithmes, d'informations manifestement fausses en buzz affligeant. Tel le poisson, nous pensons découvrir un univers à chaque moment sans nous rendre compte de l'infernale répétition dans laquelle nous enferment les interfaces numériques auxquelles nous avons confié notre ressource la plus précieuse, notre temps. Ces 9 secondes sont le sujet de ce livre. Une étude du journal of Social and Clinical Psychology évalue à 30 minutes le temps maximum d'exposition aux réseaux sociaux et aux écrans d'Internet au-delà duquel apparaît une menace pour la santé mentale. D'après cette étude, mon cas est désespéré, tant ma pratique quotidienne est celle d'une dépendance aux signaux qui encombrent l'écran de mon téléphone. Mais je ne suis pas le seul. Nous vivons dans le monde des drogués de la connexion stroboscopique. Pour ceux qui ont cru à l'utopie numérique, dont je fais partie, le temps des regrets est arrivé. Ainsi, de Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, qui essaie désormais de créer un contre-internet pour annihiler sa création première. L'utopie, pourtant, était belle. Elle rassemblait les adeptes de Teilhard de Chardin, comme les libertaires californiens sous acide. Cette évolution n'était pas écrite. Les nouveaux empires ont construit un modèle de servitude numérique volontaire, sans y prendre garde, sans l'avoir prévu, avec une détermination implacable. Au cœur du réacteur, nul déterminisme technologique, mais un projet économique qui traduit la mutation d'un nouveau capitalisme. Au cœur du réacteur, l'économie de l'attention. Le nouveau capitalisme numérique est un produit et un producteur de l'accélération générale. Il tente d'augmenter la productivité du temps pour en extraire encore plus de valeur. Après avoir réduit l'espace, il s'agit d'étendre le temps tout en le comprimant et de créer un instantané infini. L'accélération a remplacé l'habitude par l'attention et la satisfaction par l'addiction. Et les algorithmes sont les machines-outils de cette économie. L'économie de l'attention détruit, peu à peu, tous nos repères. Notre rapport aux médias, à l'espace public, au savoir, à la vérité, à l'information, rien ne lui échappe. Le dérèglement de l'information, les fausses nouvelles, l'hystérisation de la conversation publique et la suspicion généralisée ne sont pas le produit d'un déterminisme technologique. Pas plus qu'ils ne résultent d'une perte de repères culturels des communautés humaines. L'effondrement de l'information est la conséquence première du régime économique choisi par les géants de l'Internet. Le marché de l'attention forge la société de toutes les fatigues, informationnelles, démocratiques. Il fait s'éteindre les lumières philosophiques au profit des signaux numériques. Mais c'est un ordre économique, et comme tout ordre, il peut être combattu et amendé. Il n'est consubstantiel ni à la société numérique, ni au développement de l'économie des données. Le temps du combat est arrivé, non pas pour rejeter la civilisation numérique, mais pour la transformer dans sa nature et retrouver l'idéal humaniste qui motivait les premiers utopistes de l'éclosion du numérique. Chapitre 2. Addiction. Les nuits nous ont quittés. L'écran du téléphone portable éclaire désormais la pénombre. Sa luminosité a été réduite au niveau le plus faible, mais sa veille, pourtant, est active. Elle trouble le sommeil de son propriétaire, qui ignore tout du travail des cellules ganglionnaires à mélanopsine de sa rétine. Connaît-il d'ailleurs leur existence ? Ce sont elles qui envoient au noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus
de son cerveau l'ordre de se réveiller, car elles confondent la lumière bleue des LED avec celle blanche du jour. L'horloge interne du dormeur est déréglée, son sommeil intranquille. Des envies irrépressibles envahissent sa quiétude, les mêmes qui, en permanence, hachent ses journées, sa vie, son travail, ses vacances, ses amitiés, ses amours, ses pensées et ses prières. La première de ces envies, la plus importante, la plus constante, consiste à se ruer sur ce même téléphone qui n'est jamais totalement éteint. De le faire de façon franche et subreptice, selon le degré de culpabilité vis-à-vis des personnes alentour. De déclencher, d'un index fébrile, le parcours initiatique du connecté maladivement inquiet. Commencer par les messages, SMS ou e-messages, vite. Puis basculer sur Twitter, d'abord la timeline, ensuite les mentions. WhatsApp, Telegram, Messenger. Dans la foulée, le souffle comme retenu par l'idée d'avoir manqué ce qu'il aurait immédiatement fallu savoir. Enfin, plus lentement, Instagram et Facebook, et terminé par les alertes d'information et les emails. Ce tour fait, se sentir comme le boulimique qui a englouti d'un trait une part de pizza. Nullement rassasié, vaguement coupable, craignant la nausée. Et puis, recommencer. Encore et encore. Toutes les 2 minutes, 30 fois par heure, éveillé, une fois toutes les 3 heures de sommeil, 542 fois par jour, 198 000 fois par an. Ce dormeur, ce n'est pas moi. Enfin, pas encore. Car je pourrais bien, d'ici quelque temps, lui ressembler, tant il m'est chaque jour plus difficile de lutter contre l'attirance magnétique de l'écran du smartphone. Je peux essayer de le mettre dans ma poche, de le retourner sur la table, de le poser loin de mon regard, de le glisser dans un sac à dos, voire de l'éteindre, rien n'y fait, je finis toujours par le reprendre. Et n'est-ce pas, finalement, notre cas à tous ? Sommes-nous réellement surpris que des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie aient pu émettre un diagnostic en forme de recommandation ? Au-delà de 30 minutes sur les réseaux sociaux, notre santé mentale est menacée. Les 143 étudiants de 18 à 22 ans qui leur ont servi de cobayes en acceptant de soumettre à l'étude leurs habitudes numériques pendant 2 semestres, avant de livrer leur psychisme à des tests, n'ont fait que confirmer ce que nous pressentons tous. En ce qui me concerne, il y a bien longtemps que les 30 minutes ont été dépassées. Et je ne suis pas seule. Le temps moyen quotidien passé sur son smartphone a doublé dans la plupart des pays du monde entre 2012 et 2016, pour atteindre des niveaux déjà inquiétants. 4h48 au Brésil, 3h en Chine, 2h37 aux États-Unis et 1h32 en France. La plupart des experts s'attendent à un nouveau doublement du temps consacré d'ici 2020. Selon l'IFOP, 59% des Français s'inquiètent de l'impact des écrans sur leurs enfants et près de 70% d'entre eux reconnaissent être dépendants de ces mêmes écrans. La connexion aux écrans va quant à elle bien au-delà du téléphone. Les statistiques en provenance des États-Unis dépassent l'imaginable. Selon la fondation Kaiser Family, les jeunes Américains consacrent 5h30 par jour aux technologies du divertissement, jeux vidéo, vidéos en ligne et réseaux sociaux, et un total de 8 heures quotidiennes à l'ensemble des écrans connectés. Un tiers de vie, alors qu'ils sont désormais 22% à n'avoir aucune activité ni scolaire ni professionnelle entre 22 et 30 ans, un chiffre qui a doublé en 15 ans. Le temps du réseau absorbe les existences. Un article du Huffington Post américain raconta, fin 2013, l'histoire de Casey, une jeune fille de 14 ans habitant dans le New Jersey. Ce qui se passe vraiment dans l'iPhone d'une teenager est le récit d'une esclave consciente de son emprisonnement. Je me réveille le matin et, tout de suite, je vais sur Facebook, juste parce que, enfin ce n'est pas que je veuille le faire, je dois juste le faire, c'est comme si on me forçait à le faire. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai besoin. Facebook m'a pris ma vie. Et Casey de consacrer son existence à nourrir la bête formée par ses 580 amis sur Instagram et ses 1100 amis sur Facebook, afin d'attirer le plus de likes possible sur chacune de ses contributions, anxieuse à l'idée d'en obtenir moins de 100, dévastée au constat d'en avoir engendré moins que d'autres de ses amis. Les consultations médicales regorgent de ces histoires d'adolescents amputés de leur enfance par les écrans. Vivant leur histoire d'amour en simple voisin, de l'être aimé, lui aussi connecté et absorbé par la conversation sociale, incapable d'être ensemble sans laisser un témoignage du moment via une photo ou une story, ratant l'école et sombrant dans la dépression, parfois jusqu'au suicide.
Ces récits apocalyptiques, cas exceptionnels, limités en nombre, ne disent pas le monde. Mais ils éclairent notre avenir d'une noirceur nouvelle. Un tweet de A. Kaup, partagé des milliers de fois depuis sa première publication en 2014, ressemble à notre époque. On y voyait, sur un quai de gare, une vingtaine de personnes, femmes, hommes, jeunes et vieux, vêtus pour le travail ou le loisir, la tête baissée vers leur smartphone, comme pétrifiés dans une position de soumission universelle. À l'arrière du quai, la tête relevée, un homme, le regard dirigé droit devant lui. Sa différence nourrit l'inquiétude des commentateurs du réseau qui, mi-sarcastiques, mi-désespérés, à l'instar de l'auteur, se demandent « Qu'est-ce qu'il a, ce gars ? Que peut-il bien regarder ? Le monde ?» Nos pathologies sont connues. Elles sont entrées dans le répertoire des troubles de la personnalité et du comportement. Les expressions nouvelles portent le regret de notre liberté perdue. Ceux d'entre nous qui évitent le sommeil profond par peur de rater le signal de leur portable sont qualifiés de dormeurs sentinelles. Être pris d'une peur panique face à l'éloignement, même éphémère, de son portable porte le nom de nomophobie. Le snoobing, enfin, désigne la consultation ostensible de son smartphone entre collègues, amis, amants et membres d'une même famille alors même que l'on nous adresse la parole. Le mot est la contraction des termes phone pour téléphone et snoobing, snobé. Il reste optimiste dans sa construction puisqu'il formule l'hypothèse d'une action volontaire. La simple observation pousse à la conclusion inverse. Le snoobing est devenu un réflexe totalement inconscient. La moelle épinière a pris le pouvoir sur le cerveau, le smartphone nous a démédulés. La société numérique rassemble un peuple de drogués hypnotisés par l'écran. À trop faire le parallèle avec les habitudes qu'avaient créées chez nous les journaux, la radio, la télévision, nous n'avons pas pris garde au glissement de l'habitude vers l'addiction. 3 éléments distincts définissent le phénomène: la tolérance, la compulsion et l'assuétude. La tolérance énonce la nécessité, pour l'organisme, d'augmenter les doses de façon régulière pour obtenir le même taux de satisfaction. La compulsion traduit l'impossibilité pour un individu de résister à son envie. Et l'assuétude, la servitude, en pensée comme en acte, à cette envie qui finit par prendre toute la place dans l'existence. Le simple énoncé des critères conjugués à l'observation de nous-mêmes et de notre entourage force le diagnostic. Nous sommes sous emprise. Et l'emprise étend peu à peu son royaume, installant çà et là des fragilités mentales jusqu'ici inconnues. Le Near Future Laboratory, un groupe de travail rassemblant experts et médecins, a pu en observer 4. Le syndrome d'anxiété, la schizophrénie de profil, l'atasagoraphobie et l'assombrissement. Le syndrome d'anxiété est la plus commune de ces fragilités. Il se manifeste par le besoin permanent d'étaler les différents moments de l'existence, aussi dérisoires soient-ils, sur l'ensemble des réseaux. Une story sur Instagram, une photo sur Facebook, un tweet, l'angoisse qui l'accompagne naît de la peur de ne pas trouver le bon moment ou la bonne photo à poster et de la crainte que celle-ci ne provoque pas suffisamment de réactions d'approbation malgré les filtres et autres outils d'édition qui permettent d'en magnifier le contenu. Les accidents de selfie d'une personne qui se blesse ou se tue après avoir pris des risques insensés pour prendre la photo, qui épatera son réseau, peuvent nous faire sourire. Ils sont la manifestation extrême d'une anxiété sociale partagée. L'existence sur smartphone est une vie par procuration, dont la clé de voûte est la peur de disparaître sans le regard et les jugements électroniques des autres, quand bien même les autres ne sont que des profils croisés par hasard au cours de pérégrinations électroniques. Le soulagement obtenu par un grand nombre de likes est éphémère, puisqu'il laisse la place à l'anxiété renouvelée de trouver le prochain post qui permettra d'égaler ce score. La schizophrénie de profil atteint ceux qui, jonglant avec la possibilité d'avoir plusieurs identités différentes sur les réseaux sociaux et autres sites de rencontres en ligne, finissent par ne plus savoir distinguer les identités choisies de leur propre personnalité. Pris au jeu des conversations de leurs différents masques, ils ne savent plus lequel privilégier lorsqu'il s'agit de se confronter à la vraie vie. L'atasagoraphobie, la peur d'être oublié par ses pairs, connaît de nouveaux développements liés aux réseaux sociaux. Ceux-ci, en affichant en permanence les résultats chiffrés de chacune des actions entreprises dans leur espace, nourrissent la mélancolie de ceux qui se sentent abandonnés ou soumis à l'indifférence de la part de leurs connaissances numériques. Tel un spectre, l'atasagoraphobe consulte son smartphone dans l'espoir d'un j'aime, d'un like, d'un share, d'une mention
qui démentira sa certitude d'être un individu de seconde catégorie, méritant l'oubli dans lequel son groupe l'a plongé. L'assombrissement, dernière des pathologies mentales énoncées par le Near Future Laboratory, désigne la vanité de toute quête visant à pister un individu sur les réseaux sociaux jusqu'à s'en rendre malade. Celui qui en est victime cherche sans repos des traces de vie d'une ou plusieurs personnes transformées en proie numérique. Ces traces ont beau être aussi fabriquées ou arrangées que celles qu'il a lui-même laissées, il n'est pas capable de les analyser avec distance et s'enferme peu à peu dans un jeu de miroirs déformants. À chaque lien ou photo trouvée, l'autre paraît plus présent, mais la réalité de son être s'éloigne. L'obsession de trouver d'autres liens grandit à mesure que l'insatisfaction augmente et le sujet plonge dans un assombrissement qui ressemble à un état prédépressif. L'avalanche de signes, de sollicitations, de stimuli électroniques a eu raison de nos barrières. Chaque minute, 480 000 tweets nourrissent la plateforme à l'oiseau bleu, 2,4 millions de snaps sont publiés sur Snapchat, pendant que 973 000 personnes à travers la planète se branchent sur Facebook. Ils ne sont que 174 000 à consulter Instagram, mais le chiffre, chaque mois, augmente. La liste de ce qui occupe 60 secondes des humains connectés donne le vertige. 38 millions de messages, 18 millions de SMS, 1,1 million de sweeps sur Tinder, ce mouvement latéral de l'index visant à passer à un autre profil sur le site de rencontre, 4,3 millions de vidéos vues sur YouTube, 187 millions de courriers électroniques. L'Université d'Oxford a essayé, il y a quelques années, de mesurer l'écart entre le temps libre disponible pour chaque individu et ce à quoi ce même individu avait accès en termes d'offres d'information, de divertissement et de culture par l'intermédiaire des médias classiques. La prodigieuse augmentation du contenu disponible entre 1945 et 2000 semble désormais bien modeste et l'université britannique a dû abandonner ses calculs. L'infini ne peut être mis en fractions. L'abondance de signes et de sollicitations n'explique pas tout. Nos réponses à ce flot ininterrompu auraient pu être différents et les addictions nouvelles ne sont pas le produit du hasard. Le vertige que provoque la séparation d'avec les outils connectés et de leurs applications est un produit de laboratoire, tout comme le besoin compulsif de répondre aux sollicitations numériques qui envahissent nos écrans. La formule est largement antérieure à l'invention de l'Internet, et ses premières mises en application disaient sa nature. Elle fit et fait encore la fortune des casinos et de leurs machines à sous. Mais c'est délibérément qu'elles ont été utilisées par les grandes entreprises de la Silicon Valley. La dépendance n'est pas un effet indésirable de nos usages connectés, elle est l'effet recherché par de nombreuses interfaces et services qui structurent notre consommation numérique. C'est à Harvard, aux États-Unis, en 1931, qu'un laboratoire des sciences du comportement a documenté, pour la première fois, les théories comportementales utilisées par l'industrie du jeu, puis par les réseaux sociaux. Comme il est d'usage, c'est un rongeur qui servit de cobaye aux chercheurs qui placèrent une souris dans une boîte en forme de gros cube aux parois transparentes et vitrées. À l'intérieur de la boîte, un bouton actionnable par l'animal permettait la distribution de nourriture, des petits bâtonnets dont les rongeurs sont friands. Elle n'était pas la première souris à être observée de la sorte. Les précédentes avaient vite compris qu'appuyer sur le bouton permettait de recevoir une ration de nourriture. Elles avaient montré une capacité d'apprentissage rapide qui avait fini par conduire à une sorte de maîtrise. Le tâtonnement initial avait d'abord créé un mouvement de pression un peu erratique. Puis le lien entre la cause et la conséquence avait été compris. Et, curieusement, les souris avaient appuyé beaucoup plus rarement sur le bouton de nourriture. Les chercheurs avaient fini par en établir la raison. Elles ne déclenchaient le mécanisme que lorsque la faim se faisait sentir. Tels des humains entourés de nourriture à tout moment disponible, il n'y avait aucune urgence à entasser des provisions. Les souris étaient devenues maîtres d'une machine construite pour les contrôler, et leur conditionnement apparaissait moins automatique qu'on pouvait imaginer. Aussi les chercheurs décidèrent-ils de se livrer à une expérience totalement différente avec un autre animal. Au début, tout s'était passé comme à l'accoutumée. Les appuis avaient provoqué une distribution de nourriture, et l'animal avait compris le lien de cause à effet. Mais, ensuite, tout changea. Parfois, une pression était suivie d'une très grande quantité de bâtonnets, parfois, au contraire, rien ne tombait du tuyau d'approvisionnement. D'autres fois, c'était une toute petite dose. Rien n'était jamais pareil, ni prévisible. La souris aurait pu, par lassitude, se détourner du bouton, mais c'est l'inverse qui se produisit. Mue par la possibilité d'une récompense,
L'animal refusa d'abandonner le mécanisme, quitte à ne plus le comprendre. Il ne cessa d'appuyer dessus, de façon de plus en plus rapprochée, de plus en plus violente, de plus en plus automatique. Mais rassasié, il continua. La nourriture était devenue secondaire. La souris était incapable de se détacher du bouton. Son conditionnement avait fait naître sa servitude au mécanisme. Devenue aussi célèbre que le chien de Pavlov, la souris du professeur Burrus Frédéric Skinner a mis en lumière le biais comportemental que produisent les systèmes à récompense aléatoire. Loin de faire naître la distance ou le découragement, l'incertitude produit une compulsion qui se transforme en addiction. L'appât du gain, même minuscule, empêche tout éloignement face au mécanisme. Comme la récompense est irrégulière, il est impossible pour le sujet soumis à l'expérience d'élaborer un comportement visant à maîtriser la machine. Mort en 1990, un an après la création du web, Burrus Frédéric Skinner n'aura pas vu ses travaux devenir la matrice du comportement que les grandes plateformes numériques tentent de produire chez leurs utilisateurs. Il aura, en revanche, eu connaissance de leur essor dans l'industrie du jeu et notamment au sein des casinos. Toute entreprise commerciale essaie de comprendre le comportement humain pour améliorer ses performances. Les préférences individuelles sont décortiquées, les habitudes étudiées, les réactions enregistrées afin de mieux se conformer à ce qu'elles révèlent. Ainsi, de la grande distribution qui améliore sans cesse la taille de ses caddies, plus ils sont grands, plus ils seront remplis, le placement de ces différents produits, ceux à forte marge à portée de main, les autres moins accessibles, et les chemins préétablis que parcourront ses clients afin d'augmenter leur consommation par visite. Les produits encombrants et nécessaires en fin de parcours pour ne pas prendre de place à ceux qui sont plus dispensables et plus onéreux. Des ingénieurs travaillent sans relâche pour provoquer des réactions d'achat qui s'imposent au libre arbitre. Rien n'est laissé au hasard, mais le système est imparfait à deux titres. Les observations sur lesquelles repose sont réalisées à partir de groupes représentatifs selon la méthode des sondages, elles ne sont donc pas individuelles. Ensuite, quand bien même il tente, dans sa mise en scène, de produire un environnement festif, un hypermarché n'est pas un lieu entièrement tourné vers la production de récompenses. Il reste un endroit utilitaire où s'expriment des pensées individuelles. Être économe, aller vite, qui vont à l'encontre des tentatives d'orientation du comportement. S'ils arrivent à fonder leur prospérité sur le développement de l'habitude, les hypermarchés n'arrivent pas à produire de l'addiction proprement dite. Tel n'est pas le cas des casinos, qui sont pensés pour produire une servitude psychologique entièrement construite sur la dépendance qu'engendre la récompense aléatoire. Ainsi, du réglage des machines à sous et de leur alignement. Ils laissent tout joueur au contact du gain possible en rendant visible le jackpot qui vient de tomber pour un de ses voisins et le poussent à enchaîner les mises de façon compulsive. Encore ne s'agit-il que de la méthode la moins élaborée. L'ensemble des connaissances en psychologie sont utilisées dans ces temples du jeu qui font naître en toute connaissance de cause des troubles du comportement et une addiction pouvant conduire à la ruine. Le joueur est comme la souris dans sa boîte transparente. La dangerosité de cet environnement explique qu'il soit fortement encadré. Certaines plateformes numériques mettent en œuvre des mécanismes similaires en captant l'attention des utilisateurs par un système de récompense aléatoire dont l'effet sur ceux qui y cèdent est comparable à celui des machines à sous. Les gains numériques peuvent apparaître dérisoires, mais les plateformes disposent de 3 avantages sur les casinos. Les observations comportementales qu'elles effectuent pour perfectionner leur système sont réalisées à partir de milliards de données, conjuguées aux données individuelles de l'utilisateur, ce qui permet de se rapprocher d'un environnement quasiment personnalisé afin d'en accroître l'efficacité addictive. Et bien qu'il existe théoriquement une limite d'âge, l'ouverture d'un compte Facebook requiert 15 ans révolus, les plateformes s'adressent naturellement aux plus jeunes. Chez les enfants, la capacité à effectuer un choix raisonné qui ne succombe pas à la tentation immédiate n'est pas encore totalement formée. Elle se situe dans la zone avant du cerveau, le cortex orbitofrontal. Un choix provoque une confrontation entre cette zone qui a tendance à donner la priorité au calcul à long terme et une autre qui privilégie la satisfaction instantanée. Lorsque les sollicitations sont trop nombreuses pendant l'enfance, une certaine fatigue décisionnelle s'installe et le sujet abandonne la lutte contre le plaisir immédiat que fait naître la réponse à un stimulus électronique, aussi minime soit-il. D'autant que la satisfaction instantanée
produit de la dopamine, cette molécule du plaisir qui envoie un signal court au cerveau primitif et lui donne envie de recommencer. L'addiction est une dépendance à la dopamine. Certaines applications produisent cet effet de récompense aléatoire. Le bric-à-brac désordonné des fils Twitter, de la timeline de Facebook, où ce que l'on peut trouver va du sublime au minable, de l'utile au dérisoire, du sérieux au ridicule, produit l'effet d'une machine à sous qui délivre tantôt 5 centimes, tantôt 100 000 euros. Il en est de même pour l'application de rencontre Tinder, dont l'utilisation suppose de faire passer, à coup d'index qui sweep, quantité de profils, devant son regard, en marquant ceux avec lesquels on aimerait aller plus loin. L'algorithme qui organise la présentation des différents profils aurait pu agir comme un artificier, se rapprochant peu à peu des goûts précis de l'utilisateur à mesure qu'il collecte les données de celui-ci. Mais le résultat gagnerait en prévisibilité, ce qu'il perdrait en aléa, et l'utilisation de l'application pourrait devenir moins compulsive. Le temps de consultation moyen du site de rencontre en serait altéré. Aussi, l'intelligence artificielle de Tinder opère-t-elle de façon inverse. Elle entretient l'alternance entre profils proches des choix passés et potentiellement susceptibles de plaire et profils plus éloignés de l'historique des choix. Le caractère aléatoire du résultat est ainsi entretenu pour que l'utilisateur reste accro. La tendance observée de l'ensemble des plateformes à nourrir leurs recommandations avec une part de découverte ne s'explique pas uniquement par la volonté d'élargir leur offre pour nous extraire de la bulle dans laquelle nous ont enfermés des propositions fondées sur des comportements passés ou similaires. La sérendipité dans la recherche permet également de lier le résultat à une part d'incertitude et de créer pour l'utilisateur la possibilité addictive d'être tantôt déçu, tantôt émerveillé. Les services numériques ne limitent pas l'utilisation des enseignements de la psychologie comportementale au système à récompense aléatoire. Le besoin de complétude, la prise en charge de la fatigue décisionnelle et la théorie de l'expérience optimale structurent le fonctionnement des applications les plus utilisées, avec, à chaque fois, l'objectif affiché d'accroître le temps passé par l'utilisateur dans l'espoir qu'il abandonne le contrôle de ce temps. La psychologue russe Bluma Zegarnik a posé, dès 1929, le cadre théorique de la complétude, plus connu sous le nom d'effet Zegarnik. Proposer un ensemble d'actions comme étant liées et devant être enchaînées sans pause, c'est créer de l'incomplétude et pousser le sujet à ne ressentir de la satisfaction qu'à la fin de la série d'actions, en lui faisant oublier son libre arbitre lors des différentes étapes. Peu importe la valeur de chaque action, il n'y a délivrance qu'à la fin de l'exécution de l'ensemble des tâches proposées. La plateforme de vidéo par abonnement Netflix ne fonctionne pas autrement. La programmation par les chaînes de télévision d'une série à raison d'un épisode par semaine vise à créer un rituel, une habitude. Il s'agit d'opérer un dosage subtil, satisfaire le téléspectateur pour lui donner une raison de revenir, mais aussi le frustrer de façon modérée avec une arche narrative non résolue pour qu'il n'oublie pas de le faire. Ce genre de série fonctionne évidemment sur Netflix, mais l'ergonomie du site, tout comme certaines séries spécialement écrites pour la plateforme, sont fondées sur la théorie de la complétude afin de passer de l'habitude à l'addiction. Ce qui compte n'est pas la qualité de la série, mais la frustration liée au visionnage incomplet. L'enchaînement des vidéos vise à ne pas interrompre la dépendance par d'autres sollicitations. Ce mécanisme est renforcé par la fonction autoplay, qui permet d'enchaîner les épisodes sans avoir à faire un geste ou exprimer une volonté. Elle évoque les théories de la prise en charge qui rendent le sujet dépendant d'un environnement qui le soulage de la fatigue liée à la prise de décision. L'utilisateur se laisse porter, passif, dans un univers qui sursollicite les réponses. Ce confort, agréable dans un premier temps, devient vite nécessaire et prend le pas, là encore, sur la zone de contrôle du cerveau. La théorie de l'expérience optimale, développée par le psychologue hongrois Mihaly Csikszentmihalyi, est un autre outil de psychologie comportementale utilisé par les plateformes numériques, notamment celles qui proposent des jeux d'apparence très simples. Candy Crush par exemple. Les algorithmes proposent une expérience différente à chaque joueur. Il ne s'agit pas d'adapter le niveau de difficulté de façon précise pour qu'il soit réglé sur le niveau exact des capacités du joueur. Ni trop facile, ni surtout trop difficile. Le jeu doit pouvoir être automatique, ce qui procure la satisfaction intense d'extraire le joueur de son environnement immédiat et du flot de soucis auquel il est associé.
Malgré la mise en scène sportive avec points, scores et classements, il ne s'agit plus ici de compétition, de dépassement de soi ou des autres, mais de se sentir entouré par un écran protecteur. Notre enfer quotidien, c'est nous-mêmes. Sans repos possible, gorgés de dopamine, nous veillons sans relâche. L'alerte permanente, l'exploitation de notre passivité, la flatterie de notre narcissisme et la prise en charge par l'annonce immédiate de ce qui est à venir scandent nos existences numériques. Nous voulions la liberté du choix, le vertige de la maîtrise de l'information et des signaux. Mais la réalité de la dépendance nous guette. Les outils d'émancipation qui ne devaient faire aucun mal, selon le slogan historique de Google, ont développé des techniques qui nous ont mis sur le chemin de la régression et ne nous permettent pas de sortir de l'expérience sans ressentir la douleur de la séparation. Nous ne l'avons pas voulu, proclament certains de leurs dirigeants. Les faits démontrent le contraire. Chapitre 3. Utopie. La mort du rêve provoque-t-elle celle du rêveur ? Le 7 février 2018, à l'âge de 70 ans, John Perry Barlow s'est éteint dans son sommeil, lui dont l'existence avait été faite de bruit et de fureur. Sa mort est passée inaperçue, à rebours d'une vie qui avait fait de lui un des prophètes de l'idéologie libertaire et l'un des fondateurs du réseau numérique. Étrange phénomène que les associations d'idées. Était-ce le rythme de son nom ? Sans doute. Chaque fois que l'on évoquait John Perry Barlow, c'était la chanson de Bob Dylan, John Wesley Harding, qui se faisait entendre. Il voyageait avec un pistolet dans chaque main, mais jamais on ne put dire de lui qu'il avait blessé un homme honnête. John Perry Barlow avait tout d'un desperado, un cow-boy spatial au barillet chargé jusqu'à la gueule, tout de noir vêtu, un héritier littéraire de Walt Whitman, selon la description qu'en faisait The Economist. Il habita de façon successive une infinité d'identités et cultivait leur énumération comme autant de chapitres à l'ultime roman américain qu'il voulait faire de sa vie. Mormon dans le Wyoming, ranchero avec John Kennedy Jr., interne dans le Colorado, motard à la Easy Rider, poète, visiteur du manoir new-yorkais de Millbrook, hanté par Timothy Leary, adepte du LSD, mais aussi porte-parole de candidats républicains, possiblement dealer de cocaïne et étudiant en théologie, écrivain à ses heures et surtout ami d'enfance de Bob Ware, musicien dyslexique, leader du groupe de rock psychédélique Grateful Dead, qui régna pendant 30 ans sur la baie de San Francisco grâce à des concerts constitués d'improvisation radicale et défoncée. Fidèle en amitié, en galère et en projet, Barlow, qui avait la plume facile, lui donna un coup de main et écrivit plusieurs classiques. Cassidy, Looks Like Rain, Mexicali Blues, Hell in a Bucket. Le physique présentait les stigmates d'une vie cabossée, l'allure traduisait l'envie d'en découdre, et l'esprit portait en bandoulière la fierté d'appartenir à l'aristocratie du rock. Parolier du Dead, c'est comme cela qu'il voulait qu'on le présente. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en mai 2011, à l'occasion d'un de ces sommets numériques qui rassemblent l'ensemble du secteur, c'est-à-dire, surtout, les Américains de la Silicon Valley. Mais c'était à Paris. L'Élysée et Publicis avaient organisé en grande pompe un événement EG8 dans les jardins des Tuileries, avec les patrons de l'Internet et ceux de ce que l'on appelle les industries culturelles. On pouvait croiser le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, au Starbucks de l'Opéra, attablé dans l'anonymat le plus complet. Un débat sur la propriété intellectuelle avait été organisé, qui semblait déséquilibré. Ses participants, ministres de la culture français, patrons de majors de cinéma américaines, grands éditeurs ou patrons de maisons de disques étaient connus pour leur soutien aux politiques visant à contrôler le plus possible Internet et ses utilisateurs. Quitte à ne pas faire de différence entre la copie et le vol, oublier le rôle de l'absence d'offres légales dans le développement du piratage, jeter un voile sur le rôle ambigu des fournisseurs d'accès, confondre la défense nécessaire du droit d'auteur et celle de la chaîne de valeur des industries culturelles héritées du XXe siècle, et surtout affirmer la supériorité du droit patrimonial sur l'exercice de la liberté individuelle en ligne. Alors, on avait été chercher John Perry Barlow, lui, le pirate, celui qui avait rejoint la communauté des hackers dès 1989 pour dynamiter tout cela. Il était arrivé dans les coulisses légèrement claudiquant, barbu, trapu, habillé de noir, s'appuyant sur une canne au pommeau en tête de mort, la flasque de whisky à la main. Il en imposait, et pourtant, il était chaleureux, attentif et intransigeant. Au patron de la maison de disques, qui l'avait salué par un « Bonjour, nous sommes collègues,
Je suis aussi dans le business de la musique. » Il avait répondu de sa voix éraillée. « Non, vous c'est le plastique, votre activité. Moi je suis dans la musique. » Barlow était le père de la dernière utopie du XXe siècle. Inspiré par la communauté des fans du Grateful Dead qui investirent l'informatique à ses débuts, proche des créateurs du magazine We Read, fondateur de l'EFF, un groupe de pression combattant tout ce qui constitue à ses yeux une tentative d'entrave aux libertés numériques. Libertaire absolu, nourri par un rejet viscéral de l'État qui lui a fait fréquenter les anarchistes comme l'aile droite du Parti républicain, contemplateur infatigable des tentatives étatiques d'appropriation du web, Barlow a rédigé, le 8 février 1996, ce qui reste le texte fondateur de l'utopie numérique. La déclaration d'indépendance du cyberespace, un monde qui est partout et nulle part, sans territoire ni réalité physique, et dont le principe unique doit être la liberté d'accès et d'expression sans entrave. Simple réaction de colère à l'encontre de la promulgation d'une loi sur les télécommunications, la déclaration d'indépendance a très vite attiré à elle des centaines de milliers de soutiens pour devenir la charte de tous les adeptes de la liberté numérique, hackers, créateurs, technophiles, penseurs. Mise en exergue, une citation de Thomas Jefferson, extraite de ses notes On Virginia, exprime le credo fondateur du réseau. Seule l'erreur a besoin du soutien du gouvernement. La vérité peut se débrouiller toute seule. Cette foi s'est altérée et le texte, victime de sa naïveté, a vieilli. Ceux qui le revendiquent intégralement sont moins nombreux, mais il reste la colonne vertébrale des rêves numériques des débuts, qui s'oppose à toute intervention qui pourrait limiter l'exercice de la liberté collective. Il rejette tout pouvoir au nom des temps à venir. Hier, l'autre invertébré de la Maison-Blanche a signé le Telecom Reform Act de 1996. Cette législation cherche à imposer des contraintes sur la conversation dans le cyberespace plus fortes que celles qui existent aujourd'hui à la cafétéria du Sénat. Cette loi a été mise en œuvre contre nous par des gens qui n'ont pas la moindre idée de qui nous sommes, ni où notre conversation est conduite. C'est comme si les analphabètes pouvaient vous dire quoi lire, et bien qu'ils aillent se faire foutre. S'ensuivent des professions de foi positivistes qui lient le développement numérique à l'apparition d'une humanité meilleure. Gouvernement du monde industriel, vous géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace, le nouveau domicile de l'esprit. Au nom du futur, je vous demande à vous du passé de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez pas de souveraineté où nous nous rassemblons. Le cyberespace ne se situe pas dans vos frontières. Ne pensez pas que vous pouvez le construire. C'est un produit naturel, il croît par notre action collective. Le cyberespace est fait de transactions, de relations et de la pensée elle-même, formant comme une onde stationnaire dans la toile de nos communications. Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n'est pas où vivent les corps. Vos concepts légaux de propriété, d'expression, d'identité, de mouvement, de contexte ne s'appliquent pas à nous. Ils sont basés sur la matière et il n'y a pas ici de matière. Nous croyons que c'est de l'éthique, de la défense éclairée, de l'intérêt propre et de l'intérêt commun que notre ordre émergera. Vous êtes terrifiés par vos propres enfants parce qu'ils sont nés dans un monde où vous serez toujours des immigrants. Vos industries de plus en plus obsolètes se perpétueraient en proposant des lois qui déclareraient que les idées sont un produit industriel comme un autre, pas plus noble que la fonte brute. Dans notre monde, ce que l'esprit humain créé peut être reproduit et distribué à l'infini pour un coût nul. L'acheminement global de la pensée n'a plus besoin de vos usines. Nous créerons une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde issu de vos gouvernements. Plus de 20 ans après sa proclamation, la déclaration d'indépendance du cyberespace ressemble à la lumière d'une étoile morte, témoin de quelque chose qui brilla, mais ne sera plus. Son souffle traduit une espérance nourrie par un esprit bien supérieur au simple positivisme technologique. Dans ses mémoires posthumes, Mother American Night, Barlow raconte sa découverte quasi mystique de Pierre Teilhard de Chardin alors qu'il est au lycée. J'ai passé 15 années de ma vie à penser à son œuvre alors que je voyageais. Et soudain, l'évidence m'est apparue. Le rêve de Teilhard était en train de se construire depuis 1844 en fait, depuis que Samuel Morse avait mis au point le premier télégramme. L'histoire raconte que le premier télégramme portait comme texte l'interrogation « Qu'est-ce que Dieu a forgé ?» Pour Barlow, Teilhard de Chardin est celui qui pose des mots de transcendance sur la révolution électronique. Et il ne va cesser de le présenter comme le prophète des temps numériques au sein, notamment, du WELL, le Wall Earth Electronic Link, fondé en 1985 par Stewart Brand,
une messagerie non connectée à l'Internet qui regroupe hackers et intellectuels disciples du jésuite français. Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955, fut à la fois philosophe, théologien, scientifique et un paléontologue renommé. Sa théorie de l'évolution conjugue science et transcendance dans une même approche, puisqu'elle concerne non seulement les organismes vivants, mais également la matière et la pensée, voire l'esprit. Elle distingue 3 étapes tendues vers une finalité qui agit comme une sorte de révélation. Le premier stade est celui de l'évolution géologique, la géosphère, suivie par l'évolution biologique ou biosphère. L'évolution de la pensée produit la création d'une conscience universelle, ou noosphère, qui rayonne de l'énergie libérée par l'exercice de l'intelligence et des connaissances de l'humanité entière. Révélation finale, la noosphère débouche, pour Teilhard de Chardin, sur l'éternité de la Christosphère. Ce que Teilhard annonce, finalement, c'est la création d'une forme de conscience universelle et planétaire qui met en relation tous les champs de connaissances. Cette croyance serait celle du positivisme, de la spiritualité et de la foi dans une approche qui se veut scientifique. Au niveau planétaire, la noosphère naît de l'interconnexion des cerveaux humains. Elle se superpose aux autres formes d'organisation pour fonder l'esprit de la Terre ou de l'univers. Pour Barlow et ses disciples, la noosphère, ce réseau planétaire pensant, ce système d'information et de connaissances partagées, cet esprit collectif conscient de lui-même, c'était l'Internet. Et cette création allait bouleverser le sort de l'humanité, mais aussi lui faire franchir une étape supplémentaire dans son évolution. Cette conviction est restée celle d'une minorité, mais elle a nourri la majorité des optimismes numériques, y compris le mien, en considérant la mise à disposition pour tous d'une information illimitée et l'amorce de l'économie du partage comme de simples étapes sans importance vers quelque chose de plus grand qui relevait de la civilisation. Elle a insufflé l'idée que ce processus relevait d'un déterminisme que Barlow aurait pu qualifier de divin, qu'il était naturel et que toute intervention extérieure ne pouvait que le corrompre ou le détruire. À la main invisible du marché a été substituée celle du réseau. On ne savait pas alors qu'un marché en remplacerait un autre. 15 années durant, les mots de la déclaration d'indépendance du cyberespace et le rêve d'une noosphère en formation ont prospéré dans l'imaginaire d'une certaine pop culture et dans les théories qui ont imprégné le développement de l'économie numérique. Ainsi du film Avatar de James Cameron qui, en 2009, racontait une expédition spatiale sur une planète lointaine, la planète Pandora. Le caractère toxique de son atmosphère avait rendu nécessaire l'union des consciences à un corps biologique composé de l'ADN des humains et celui des Navis, les habitants de la planète, dans une allégorie convoquant écologie et idéalisme numérique. Ainsi, dans un autre domaine, de la théorie de la sagesse des foules ou de l'intelligence collective. L'idée, développée notamment par James Surowiecki, partait du constat que l'on est plus intelligent à 100 que seul. Parmi les exemples, la tentative de faire deviner le poids exact d'une vache à partir d'une photo est restée célèbre. Les interactions entre un grand nombre de participants connectés au site proposant le défi permettaient à chacun de corriger l'autre, d'apporter une hypothèse fructueuse, de faire part de son expérience. Le résultat avait été spectaculaire, et le poids deviné à quelques grammes près. Aucun individu soumis en solitaire à l'interrogation n'aurait pu égaler la performance. L'idée, pourtant, ne se limitait pas à la simple possibilité statistique liée au calcul itératif. Elle faisait l'hypothèse, à rebours de l'économie, que la bonne monnaie chasse la mauvaise et que le réseau, de façon quasi magique, corrige ses propres erreurs. La fonction autocorrectrice était intrinsèquement liée à la nature même de l'interconnexion. Il fallait, pour les tenants de la sagesse des foules, que le réseau fût pur et parfait, sans frottement, sans biais technique, sans intervention de la part des opérateurs, sans distorsion légale, sans discrimination possible entre utilisateurs. L'égalité totale associée à la liberté absolue pour atteindre la sagesse universelle. 2 décennies plus tard, le constat est sans appel. La foule est bien là. La sagesse, pourtant, convoquée, ne s'est pas présentée. Dépendance aux écrans, outrance du débat public, polarisation de l'espace public, réflexes qui prennent le pas sur la réflexion. L'agora transformée en aréna, telle est notre époque. C'est le meilleur des temps, c'est le pire des temps. L'utopie initiale est en train de mourir, tuée par les monstres auxquels elle a donné naissance. 2 forces ignorées par les libertaires se sont déployées en l'absence d'entrave.
l'emportement collectif né des passions individuelles et le pouvoir économique né de l'accumulation. Nos addictions ne sont que le résultat du lien établi entre l'un et l'autre et de la superstructure économique qui les fait se nourrir l'un de l'autre, se renforcer mutuellement au détriment de notre liberté. Chapitre 4. Répentance. Les croyants en la noosphère numérique pariaient sur la raison et le partage pour atteindre une sorte de spiritualité collective. Leur utopie s'est effacée pour rejoindre le débarras encombré des illusions brisées. Mais à côté de ceux qui ont rêvé le monde numérique se trouvent ceux qui l'ont construit. Signal faible au volume croissant, la culpabilité de certains d'entre eux s'installe comme un nouveau discours, alors même que le plus emblématique d'entre eux, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, continue de faire face aux accusations sans questionner la nature de son entreprise. Chez ces nouveaux repentis, l'aveu tient lieu de regret, la confession d'explication. Qu'avons-nous fait ? La question, pour le moment, ne paraît habiter qu'une minorité et semble inaudible face au tracas des milliards de capitalisation boursière de la Silicon Valley, des 4 milliards d'individus connectés, des milliards de messages échangés, de vidéos uploadées, de tweets échangés. Mais ce n'est qu'une question de temps. Bientôt, il ne sera plus possible d'y échapper, une question en forme de sentence. Le défilé a commencé. Une procession de millionnaires se flagellant sur les origines de leur fortune pour mieux s'étonner en public de ce que leur créature est devenue, qui placent leurs enfants dans des écoles non connectées et leur interdisent l'usage de leur invention, à l'image du créateur de l'iPad qui en prohibe l'entrée à son domicile. La plupart dénoncent l'effet dévastateur de la connexion sur la psychologie humaine. Il y a Sean Parker, ancien cadre dirigeant de Facebook, qui déclare publiquement « Dieu seul sait ce que nous sommes en train de faire avec le cerveau de nos enfants » et révèle que le réseau social pour lequel il a travaillé profite des faiblesses psychologiques des plus jeunes. Il est rejoint par Shama Palihapitiya, un autre ancien de Facebook devenu capital risqueur, gestionnaire de fonds d'investissement, ou encore Justin Rosenstein, le créateur du bouton « Like » sur Facebook. Tristan Harris incarne ce mouvement de façon plus personnelle encore. Ancien designer en charge de l'éthique chez Google, chargé, donc, de créer un design des interfaces qui puisse préserver le libre arbitre de l'utilisateur, il fut le premier à dire que la mission qui lui avait été confiée était contraire à la nature intrinsèque du fonctionnement de son employeur. La contradiction ne pouvait être dépassée. Au fond, déclara-t-il au magazine 1843 qu'édite The Economist, le véritable objectif des géants de la tech est de rendre les gens dépendants en profitant de leur vulnérabilité psychologique. Ceux qui regrettent se regroupent désormais dans des associations qui portent le nom de leur programme. Time Well Spent, du temps bien passé, ou Center for Human Technology, le Centre pour une technologie humaine. Et ils se comptent lors d'événements chaque fois plus ambitieux, telle la conférence « La vérité sur la technologie » organisée en février 2018, qui se donne entre autres pour mission d'aller voir sous le capot des algorithmes des réseaux sociaux et de ceux de Facebook en premier lieu. Nul ne sait encore s'ils seront rejoints par Kevin Systrom et Mike Greger, les fondateurs d'Instagram, la plateforme de photos, vidéos et stories rachetée par Facebook en 2012, qui ont quitté l'entreprise de Mark Zuckerberg. Ce départ ressemble à un choc tellurique dans le monde pourtant agité de la Silicon Valley. Le fondateur, le plus emblématique des nouveaux opposants, est aussi le plus actif. On ne sache pas que Dieu ait un jour regretté d'avoir créé le monde. Tim Berners-Lee, le père de l'Internet, lui, le fait désormais publiquement. Il a lancé une fondation, la World Wide Web Foundation, pour soutenir son action. Dans un entretien donné à Vanity Fair en juillet 2018, il explique « Nous savons désormais que le web a échoué. Il devait servir l'humanité, c'est raté. La centralisation accrue du web a fini par produire un phénomène émergent de grande ampleur qui attaque l'humanité entière. Et cela a été fait sans action délibérée de ceux qui ont dessiné cette plateforme. L'histoire de Berners-Lee est connue. Fils de 2 informaticiens, élevé à Londres, doué pour la programmation informatique, il élabore très tôt des systèmes de partage du savoir. Une de ses premières créations dit le caractère de l'homme, EWUE, Uncare Within, Open Everything, chercher surtout à l'intérieur de tout. En 1989, alors qu'il travaille au CERN, à Genève, il lance un outil à destination des scientifiques
afin qu'ils puissent échanger les résultats de leurs travaux. La première démonstration a lieu dans une salle de classe, 2 ans plus tard, dans une indifférence polie. Dérivé de l'ARPANET, le réseau de défense créé par les États-Unis, l'Internet est né. Mais c'est la décision d'associer le principe des liens hypertextes qui relient données et documents à celui de l'Internet qui produit la révolution numérique. La publication du code source a fait du World Wide Web une plateforme d'échange et de partage, engendrant une espérance démocratique qui allait rapidement dépasser son cadre technologique pour toucher toute la société. Dès l'origine, le réseau est construit sur le double principe de l'accès universel gratuit et de la collaboration de l'ensemble de ses utilisateurs afin de l'améliorer et de le faire croître. L'efficacité est implacable. En l'absence de pouvoir central, chacun est libre d'inventer ce qu'il souhaite pour nourrir le web mondial. Ni autorisation, ni licence ne lui sont demandées. L'individu est tout-puissant face à ce réseau. La réussite de chaque progrès semble dépendre du talent, de l'intuition et de la foi qui y sont occupés. Le mythe du garage se développe, qui raconte la naissance des principales réussites de la vallée dans les annexes de pavillons californiens investis par des étudiants géniaux. La réalité historique de la première époque de l'Internet ne contredit pas cette légende. Mais la mythologie est trop belle pour ne pas être associée aux récits religieux, ou à ceux qui fondent la pop culture, ce qui explique peut-être qu'elle perdure des années après. La formule initiale du web était fondée sur le pouvoir égalisateur de la connexion. Chaque utilisateur pouvait avoir accès à toute l'information et toute la connaissance, et, dans ce système décentralisé, chacun semblait jouir de la même dose de pouvoir. Aujourd'hui, il y a ceux qui espionnent et ceux qui sont espionnés, que ce soit par des États ou des entreprises avides de données. L'égalité parfaite a engendré une asymétrie inédite. Comme l'explique Berners-Lee, personne n'a rien volé, mais il y a en captation et accumulation. Facebook, Google, Amazon, avec quelques agences, sont capables de contrôler, manipuler et espionner comme nul autre auparavant. Curieux destin que celui de cet inventeur qui voit grandir sa création et ne la reconnaît plus. D'autant plus étrange que son co-créateur, Vinton Cerf, est dans le même temps devenu chef Internet évangéliste numérique chez Google. L'espace collectif qu'il avait imaginé s'est aujourd'hui privatisé. Certains des pionniers, devenus expansionnistes, ont exproprié leurs semblables pour faire de ce nouveau continent leur royaume. Tim Berners-Lee essaye désormais de renouer avec l'utopie première d'un Internet décentralisé. Il a créé Solid, un système où de petits groupes d'informaticiens tentent de bâtir des solutions collaboratives sans passer par les plateformes qui régentent désormais nos vies. Les libertariens sont devenus résistants. Mais là où il fallait conquérir, il faut désormais reconquérir. Berners-Lee parle d'or. Il ouvre la voie à l'expression d'un sentiment diffus qui nous tient éveillés la nuit, à la lueur de nos écrans, à luminosité restreinte, alors qu'apparaissent dans la pénombre les alertes, importantes ou insignifiantes, qui, tel un goutte à goutte hospitalier, nourrissent la solitude de nos existences connectées. La trahison. Je fais partie de ceux qui y ont cru. Et je n'étais pas seul. Travaillant dans le numérique depuis plus de 20 ans, j'ai participé, de façon modeste et infinitésimale, à la révolution de l'information, de la culture et du savoir, disponible pour tous à tout moment et à tout endroit de la planète, à la promotion d'une agora ouverte qui renforce le débat démocratique, à l'élaboration d'une économie du partage solidaire. J'y crois encore. Le bal des repentis alerte les esprits, mais il nourrit aussi le fatalisme. Il laisse croire au caractère inexorable de la toute-puissance des plateformes et à l'horizon indépassable d'un univers numérique organisé autour de leur fonctionnement et de leur économie. Ce sentiment plonge ceux qui le partagent dans un dilemme indépassable: accepter la dépendance ou rejeter totalement le numérique. Il est temps de reprendre le combat pour un réseau mondial tourné vers l'échange et le partage, où la mort de Barlow n'aura finalement été qu'une pelletée de terre sur le rêve d'un Internet libre et libertaire, au profit d'un cyberespace fermé aux aventuriers pour être mieux livré aux marchands. Il nous faut comprendre ce qui nous est arrivé. Nulle malédiction millénariste, nul déterminisme technologique n'explique le remplacement de la société du partage par la jungle de l'accumulation, du débat ouvert à tous par le choc des passions et des communautés collaboratives par la société de surveillance.
Notre situation est le résultat économique d'un laisser-faire que nous avons confondu avec la liberté politique. Les libertariens voulaient l'émancipation par la libre discussion individuelle et collective. Ils sont témoins de la domination du techno-capitalisme de l'économie de l'attention. Nous n'avons pas à nous repentir. Nous avons été trahis. Chapitre 5. La matrice. La pop culture nous a appris que chaque empire possède son étoile noire. Celle de l'empire des données se trouve au cœur de l'université qui structure la Silicon Valley depuis 3 décennies déjà. Stanford University, la matrice de la condition numérique, étend son vaste campus à Palo Alto, à 50 km au sud de San Francisco. En son centre, une église à arcades et mosaïques, la Stanford Memorial Church, et, à quelques mètres de là, de banals locaux aérés et modernes qui hébergent, depuis sa création en 1998, le Persuasive Technology Lab, le laboratoire des technologies de la persuasion. Ce nom un peu pompeux et vaguement inquiétant rassemble des équipes d'ingénieurs et d'étudiants dirigés depuis l'origine par le docteur en informatique B.J. Fogg, 60 ans désormais. Curieux personnage que B.J. Fogg, qui ne veut comme tout prénom que les 2 initiales qu'il prononce avec un accent californien assumé, B.J. Le physique est typique de l'Amérique blanche de l'ouest des États-Unis. Allure sportive, chemise à carreaux ou chemisette unie, sourire impeccable, discours formaté de celui qui a l'habitude de parler en public. Élevé dans une famille mormone de Fresno, il a acquis un début de notoriété lors de la présentation de sa thèse de doctorat sur les ordinateurs charismatiques. Ce travail postulait que la façon dont les ordinateurs s'adressent à leurs utilisateurs, leur graphisme, la conception de leur interface et leur langage sont aussi importants que les informations qu'ils délivrent. Ainsi, le contexte de transmission du message fait-il partie du message lui-même, et le lien qui unit l'humain à l'écran d'ordinateur est beaucoup plus complexe que celui qui met en relation l'humain à un simple outil. Sa thèse soutenue, Fogg trouve les fonds pour créer un laboratoire au sein de Stanford. Son but, développer des interfaces conformes à ses travaux bien avant la création des réseaux sociaux, alors même que Internet se limite à des sites au graphisme standardisé auxquels on accède via des portails ou via la saisie directe d'adresses électroniques. Un peu plus de 10 années plus tard, Fogg est devenu le nouveau gourou que vous devriez absolument connaître, selon les mots de Fortune Magazine, le fabricant de millionnaires qui a formé plus d'1 leader de licorne de la vallée, ces entreprises numériques dont la valeur dépasse le $1 milliard. Les fondateurs d'Instagram sont parmi les plus renommés. Assez fier de lui, B.J. se fait plus discret depuis que Facebook est accusé de manipulation et de surveillance de ses utilisateurs, au point de modifier les présentations qu'il fait de son activité et de rendre publiques ses apparitions dans des colloques sur le bien-être au travail. Mais si le discours a évolué, la nature des produits sortis de son laboratoire est restée la même. J'essaie de trouver comment les ordinateurs peuvent changer ce que les gens pensent et ce que les gens font, explique-t-il, et comment ces ordinateurs peuvent produire ces changements de façon autonome. Quand je parle des ordinateurs, je parle en fait de toutes les expériences numériques. À titre d'illustration, Fogg aime dessiner un graphique fait de 2 patates qui rappelle la théorie des ensembles. Dans un cercle, les comportements humains classés en différentes catégories, le changement d'attitude, la motivation, la manipulation et l'obéissance volontaire. L'autre cercle est celui de la technologie numérique. Applications, monde virtuel, services numériques, softwares. Rapprocher un cercle de l'autre jusqu'à les superposer illustre la mission que s'est donnée le Persuasive Lab, qui a inventé un terme pour nommer sa science, la captologie, ou l'art de capter l'attention de l'utilisateur, que ce dernier le veuille ou non. Les techniques du laboratoire nous ont tous plongés dans une adolescence numérique qui n'en finit pas. Car c'est l'observation des comportements adolescents qui a inspiré la captologie. Les teenagers sont totalement tournés vers la compétition, explique Fogg, qui analyse les motivations de cette classe d'âge qui aime la comparaison et les indications de performance. Points, niveau, score. Mais les préfère dans le cadre protecteur du jeu, isolé de la vraie vie. La compétition, sans ses conséquences réelles, forme une bulle de satisfaction qui développe l'idée que le monde à portée tactile est plus satisfaisant que celui qui nous entoure. D'où l'attirance qu'il peut produire sur laquelle travaille le Persuasive Lab.
Pour développer l'attraction des plateformes numériques et leur capacité à absorber l'attention que les utilisateurs y consacrent, le lien manquant n'est pas la technologie, c'est la psychologie. Les interfaces numériques et leurs graphismes conçus par les ingénieurs de Fogg développent leur influence sur les 3 éléments distincts du comportement: la motivation, l'habileté, c'est-à-dire la capacité à mener à bien l'action, et l'élément déclencheur. Ce dernier a une composante sociale qui peut être la volonté de comparer ses capacités et performances à celles des autres selon les théories de la comparaison sociale de Léon Festinger. Mais il peut aussi être lié à la peur. Une peur sociale, naturellement, de rater l'immanquable alors même que les proches, les amis ou les connaissances y auront eu accès. Cette anxiété, qui va de pair avec la crainte d'être exclu par l'ignorance, est désignée par l'acronyme FOMO, Fear of Missing Out. Le champ d'activité de la captologie, ce sont les IHM, les interfaces homme-machine. Et le graphisme représente sa principale production, dont les résultats sont mesurés à l'aune de l'attention, volontaire ou non, qu'elle réussit à capturer auprès des utilisateurs des services numériques. Le nombre de connexions, leur durée, le nombre d'interactions sont les paramètres objectifs. Ces graphismes sont les outils numériques de conquête du temps humain. La démarche revendique une approche positiviste et propose d'obéir à des règles éthiques. Mais les paramètres de performance de la captologie ne s'expliquent que dans le cadre de modèles économiques dont le chiffre d'affaires dépend justement du temps passé en ligne. Soit le modèle des plateformes qui vivent de la publicité ou de l'économie de l'attention en général. Dans la quête du temps de cerveau des humains, le graphisme des utilisateurs, l'UX design, est devenu une arme économique d'autant plus efficace qu'il transforme une habitude en addiction. Dans sa version la plus agressive, à l'encontre du libre arbitre, la conception des interfaces qui cherchent à produire de la dépendance est appelée, presque cinématographiquement, dark design, le design obscur. Elle vise une forme de piratage du cerveau, le brain hacking. Les géants de l'Internet l'utilisent dans un mode concurrentiel qui s'apparente à une course aux armements. Un autre repenti de la tech, Bill Davidow, l'a expliqué dans un article paru dans The Atlantic. Ces grandes entreprises numériques de l'Internet font face à un impératif intéressant, mais moralement questionnable. Soit elles arrivent à pirater les neurosciences pour agrandir leur part de marché et faire d'immenses profits, soit elles laissent la concurrence le faire et partir avec le marché. La civilisation numérique est fondée sur les données, leur collecte et leur utilisation. Le capitalisme numérique sera un data-capitalisme. Les données personnelles ont souvent été comparées au pétrole de cette économie à venir, nécessaire à toute production et accordant une richesse inégalée à ceux qui sont capables à la fois de les détenir et de les raffiner en les transformant en algorithmes. Mais dans sa forme initiale, brute, sans contrôle, l'utilisation de ce pétrole s'est faite dans une seule et même direction, comprendre les comportements pour mieux les prévoir, voire les influencer. Avec 2 objectifs qui sont comme les 2 faces d'une même pièce, la surveillance pour les ordres autoritaires et la captation du temps pour l'économie libérale de l'attention. Le forage pour le pétrole des données masque la ruée vers l'or du temps, selon les mots d'André Breton. La ruée vers le temps. L'hyperproduction de signes est une conséquence de la mutation technologique qui permet à tous de produire et de transmettre de l'écrit, du son et de l'image au prix d'outils numériques détenus par plusieurs milliards de personnes sur la planète. La constitution de réseaux a favorisé la création de plateformes qui rendent disponibles les productions sans barrières spatiales ou temporelles autres que juridiques. Leur efficacité dépend en effet du nombre d'utilisateurs et de l'absence de frottement dans leurs interconnexions. Pour les grands réseaux, assurer la circulation d'un maximum de signes entre un maximum de personnes dans un minimum de temps et en l'absence de toute contrainte est un gage d'efficacité. Tout le monde peut créer, et la planète entière peut lire, voir ou écouter l'accumulation de ce qui a été fait. L'univers numérique est en croissance constante, mais le temps disponible, lui, ne l'est pas, du moins en théorie. Le sociologue Hartmut Rosa a énoncé le concept d'accélération sociale pour décrire le mécanisme à l'œuvre dans la transformation des sociétés confrontées au progrès technique et notamment au progrès numérique. Il rappelle que l'industrialisation, la production de masse et une certaine répartition des richesses charriaient le projet d'une production de temps disponible pour tous.
Le temps libre devait croître à mesure que le développement économique se déployait. Un monde délivré de toutes les contraintes liées au manque de temps et à la frénésie, émancipé du temps et qui aurait transformé cette denrée rare en ressource abondante. Ou, selon les mots de Bertrand Russell dans L'éloge de l'oisiveté en 1932, un des résultats avantageux de la richesse économique est un mode de vie tranquille et harmonieux. Au point qu'en 1964, le magazine Life se préoccupait de l'excédent de temps libre et des conséquences psychologiques que ce surplus allait entraîner sur la civilisation américaine. Mais c'est l'inverse qui est arrivé. Nous n'avons pas le temps, alors même que nous en gagnons toujours plus, souligne Rosa, qui met en avant le concept d'accélération sociale pour expliquer le phénomène. Nos sociétés sont constituées de façon temporelle. Leur modèle économique n'est pas fait pour une vitesse constante. La production demande une accélération de la consommation, alors même que les bassins démographiques les plus riches ne sont pas en expansion. Le temps est donc devenu la denrée rare, la ressource la plus demandée et celle sur laquelle se construit l'ensemble de la croissance économique actuelle. L'économiste Renaud Vigne, dans un article pour The Conversation, a analysé à quel point le temps était devenu une denrée précieuse dont la valeur justifie les énormes moyens économiques, techniques et psychologiques mis en œuvre pour s'en emparer. Le temps individuel et social est une frontière qui n'est plus inaccessible. Il représente une ressource vitale pour la forme moderne du techno-capitalisme né après le choc numérique. Gagner du temps peut se faire de deux façons. D'abord en réduisant le temps nécessaire des actions habituellement entreprises, ensuite en augmentant la productivité, en permettant à l'utilisateur de mener à bien plusieurs actions de façon simultanée. Faire plusieurs choses en même temps et les faire plus rapidement est une nécessité du modèle économique. La valeur du temps augmente du fait de sa rareté, mais la richesse qui en est extraite doit être supérieure à cette valeur pour que le modèle puisse continuer à se développer. Vigne évoque l'économiste Gary Becker qui explique le comportement du consommateur numérique par la volonté de maximiser sa consommation de biens et de services en fonction du temps dont il dispose. Chaque décision met sous forme d'équation le prix à payer pour le bien et le temps perdu ou gagné à en faire l'acquisition. Le consommateur pourra obtenir une même satisfaction en mélangeant différentes combinaisons temps-dépenses en fonction des prix relatifs des biens et du temps. Faire gagner du temps au consommateur représente, pour ce dernier, un gain qu'il peut estimer supérieur à la valeur des biens et services qu'il souhaite acquérir. L'accélération sociale augmente inexorablement la valeur du temps et la préférence que lui accordent les individus, alors que, parallèlement, le prix des biens baisse. L'économie numérique s'est insérée dans la conquête économique du temps. Les libertaires l'avaient rêvée économie du partage, les praticiens l'ont créée sous forme d'économie de la captation. Les algorithmes ne sont que des formules mathématiques qui mettent en équation de l'intelligence élaborée à partir des milliards de données collectées par les grandes plateformes numériques. Les 3 V nécessaires à l'exploitation des données, la vitesse, le volume et la variété, doivent se conjuguer au savoir scientifique capable de créer de l'intelligence artificielle à partir de celle-ci. Les géants de l'Internet ont fait le choix économique d'orienter la création de cette intelligence dans le but de s'emparer du temps de leurs utilisateurs pour mieux le vendre aux publicitaires d'une part, aux services numériques d'autre part. Ce fut un choix. Il n'y avait en la matière aucune obligation technologique. Les données identitaires, comportementales et contextuelles ont été mises en relation de façon à pouvoir analyser, copier, prévoir et influencer les comportements. Les algorithmes prédictifs sont les machines-outils de la production du temps. Mieux ils connaissent les comportements, plus il leur est possible de conditionner les réponses aux stimuli numériques et concevoir ainsi des plateformes et services dont nous sommes accros. Les algorithmes, chasseurs de temps. Toute l'économie numérique n'est pas tournée vers l'économie de l'attention, loin s'en faut. Mais sa partie la plus visible et la plus quotidienne l'est de façon indubitable. Tout comme le sont les algorithmes d'intelligence artificielle les plus communs, ceux qui nous entourent en régissant nos actions face aux écrans. Le philosophe Bernard Stiegler peut parler à leur sujet de bêtises artificielles, ils n'ont pas besoin d'être très sophistiqués. Leur objectif principal est de jouer sur les ressorts psychologiques déterminants dans l'inflexion des comportements. Il s'agit pour ces premières expressions de l'intelligence artificielle d'assurer la connexion permanente des utilisateurs, des interactions nombreuses et les plus rapprochées possibles, des actions conformes à leurs recommandations.
Selon le philosophe Éric Sadin, l'intelligence artificielle, c'est un mode de rationalité technologique cherchant à optimiser toute situation, à satisfaire nombre d'intérêts privés et au bout du compte, à faire prévaloir un utilitarisme généralisé. Elle exprime la volonté de l'industrie du numérique d'être continuellement à nos côtés afin d'infléchir nos gestes en énonçant ce qui est supposé nous convenir. L'équilibre impossible. Capter le temps des utilisateurs connectés en leur proposant d'en gagner constitue le paradoxe insoluble de l'économie de l'attention. C'est un cercle vicieux et infini, où l'humain consomme toujours plus de son temps pour en produire une quantité croissante. Mais ce processus de production associe un mécanisme de dépossession, puisqu'au passage s'est construit un lien de dépendance avec l'outil numérique qui conquiert, transforme et produit le temps. C'est en ce sens que le philosophe Byung-Chul Han a pu, dans son livre « Dans la nuée », parler d'auto-asservissement. L'existence d'une valeur ajoutée dans ce mécanisme de production, soit un temps produit qui soit supérieur au temps investi, est largement discutable. La démarche semble en déséquilibre permanent et condamnée à une fuite en avant sans arrivée possible. Elle se nourrit d'elle-même. Plus elle réussit à créer des outils réussissant à s'approprier le temps encore disponible de l'utilisateur, plus elle devient difficile de continuer à le faire pour des raisons de fatigue. L'addiction à la drogue l'a maintes fois démontré. La satisfaction du manque entraîne une augmentation des doses. Il en est de même pour les armes de la captologie. Elles doivent augmenter leur charge si elles veulent continuer à développer leur influence et accroître leurs résultats économiques. L'exploitation de l'attention ressemble à celle d'une mine à ciel ouvert, plus coûteuse, plus difficile à mesure que l'exploitation se poursuit. Plus dangereuse pour les mineurs que sont devenus les utilisateurs numériques dans la mine du temps. Le maintien en alerte par des notifications folles est devenu permanent. À l'alerte qui signalait un événement majeur, s'est ajoutée à celle de l'événement mineur, puis de l'événement virtuel qui aurait pu avoir lieu, et enfin de l'absence d'événement. Il en est de même sur les réseaux sociaux, qui sont passés du signal pour annoncer l'activité sociale des amis à l'alerte pour souligner l'absence d'activité. Dans la quête pour l'attention, il n'y a pas de limite possible. Chapitre 6. L'aiguillage. Rien ne s'est passé comme prévu. Il fut un temps où l'Internet portait des numéros, tels les millésimes technologiques du futur en construction. Le Web 1.0 avait connecté les informations et les institutions et nous avait conduit jusqu'en 1999. Le 2.0 avait instauré l'interaction et mettait en relation les individus. La route était tracée. Le 3.0 serait sémantique et lirait les savoirs, et le 4.0 les intelligences. Un aiguillage inattendu s'est présenté, qui a dévié le cours des choses. La forme nouvelle de l'Internet n'est pas sémantique, mais dessinée par l'économie de l'attention. L'accusé. Il y a 10 ans, le créateur et dirigeant de Facebook, Mark Zuckerberg, n'abandonnait son sweat à capuche qu'en une seule occasion, pour ses rendez-vous avec les chefs d'État. Désormais, c'est en costume-cravate qu'il apparaît sur les couvertures de magazines ou dans les auditions au Congrès des États-Unis, dans une position qui n'est plus celle du geek génial mis en scène par le film The Social Network, mais bien celle de l'accusé. Un accusé qui plaide non coupable. Jamais, peut-être, ne fut-il plus sincère que lors d'un entretien fleuve accordé à Record en juillet 2018. Ils sont rappelés le cadre particulier des États-Unis et le premier amendement de la Constitution qui protège jusqu'aux messages commerciaux. Notre travail n'est pas d'avoir des gens chez Facebook qui décident de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Nous obéissons à 2 principes essentiels. Le premier, c'est de donner aux gens un moyen d'expression, afin qu'ils puissent exprimer leur opinion, ce qui est fondamental. Nous défendons le droit de dire des choses, même si elles ne sont pas bonnes. Mais on y retrouve aussi le catéchisme propre à la Silicon Valley et qui tient en 3 propositions. La technologie est intrinsèquement bonne car elle permet à la liberté de se déployer. Elle peut être pervertie par des groupes malveillants et, en ce cas, les solutions sont forcément technologiques et ne sauraient être politiques. Je pense qu'il est juste de dire que nous fûmes trop idéalistes et seulement soucieux du bien qu'il y a à connecter les gens entre eux et à donner aux gens une capacité d'expression. Nous n'avons sans doute pas fait attention aux aspects négatifs, mais je ne veux pas faire naître l'impression que nous n'avons pas assez œuvré pour la sécurité, alors même que nous avions des milliers de personnes travaillant sur cette sécurité avant les événements.
Intervention après intervention, le patron de Facebook écarte le rôle de son modèle économique du champ d'analyse, comme s'il ne jouait aucun rôle dans ce qu'est devenu sa plateforme. Il est possible, pourtant, de donner une date au moment où tout a basculé. C'est en 2008 que l'entreprise de Mark Zuckerberg a recruté Sheryl Sandberg en provenance de Google. Cette dernière, passée par Harvard, la Banque mondiale, McKinsey et le département du Trésor américain, a amené chez Facebook un des savoir-faire qu'elle avait développé chez Google, la publicité ciblée, lancée en 2000 avec les AdWords, la vente de mots-clés. Google avait développé cette activité en complément de son moteur de recherche. Après l'éclatement de la première bulle financière Internet en avril 2000, il fallait trouver rapidement du chiffre d'affaires. Utiliser les données d'une recherche pour proposer à côté des résultats naturels, des liens résultant d'une transaction commerciale semblait une décision logique. À partir de 2010, les deux principales entreprises de la Silicon Valley, celles qui occupent la plus grande partie de notre temps, ont désormais le même modèle, la publicité liée aux données individuelles. La décision était cohérente et s'est révélée redoublement efficace. En 2018, toute la publicité de Google ou Facebook est automatisée, structurée par les données et organisée par des algorithmes. Les deux entreprises sont devenues follement rentables. Google et Facebook absorbent 75 à 80% de toute nouvelle publicité. Aux États-Unis, par exemple, 44% des revenus publicitaires sont engendrés par le numérique. Le modèle pris pour renforcer les projets technologiques a fini par devenir le projet lui-même. 98% des 40 milliards de revenus de Facebook proviennent de la publicité ciblée. Le ruissellement annoncé s'est terminé en prédation. Le malentendu. Le dialogue des médias d'information, notamment les journaux, et des entreprises numériques date des tout premiers temps de l'Internet, du moment des pionniers. Pour y avoir participé, je peux en témoigner. Les regards étaient tournés vers le vertige technique et l'idéal politique d'un accès universel à l'information. Aussi, quand Google se crée, en 1998, d'abord comme un moteur de recherche, puis comme une entreprise de services dont le but était d'organiser toute l'information disponible, le dialogue s'est noué. Il ne s'est jamais rompu. Chacun, bien sûr, avait son style différent. Les séances de travail chez Google traduisaient la volonté vaguement dominatrice de l'entreprise de Mountain View de constituer le seul passeport possible pour les journaux ou autres médias sur ce que l'on qualifiait alors de migration numérique. Facebook, à ses débuts, était moins amène, plus soucieuse de transformer les médias d'information en simples fournisseurs. Mais il y avait dans l'établissement de ces relations à la fois une promesse de croissance commune et la certitude d'une concurrence à venir. Le mot utilisé, à l'époque, était celui de free-enemy, à la fois ami et ennemi. On a peu parlé de l'effet mimétique entre les grands acteurs de l'Internet et les médias. Il est pourtant incontestable. Le gâteau insaisissable. Pressés par leur valorisation boursière et une rentrée rapide de revenus, les géants de l'Internet se sont contentés de copier les journaux, radios ou télévisions qui vivaient grâce à une publicité représentant entre 60%, presse écrite, et 100% de leurs recettes, radio et télévision gratuites. Alors même qu'elles refusaient d'être considérées comme des médias pour ne pas en subir le cadre normatif, les plateformes en adoptaient le comportement économique. Deux idées atténuaient les craintes de concurrence pour ceux qui faisaient profession d'information. D'abord, les plateformes assuraient une augmentation des usages et du temps passé en ligne, créant ainsi une nouvelle manne publicitaire. Ensuite, la taille de ce nouveau gâteau était telle que chacun pouvait espérer de substantiels gains. Ce scénario, naïf, s'accordait avec un désir qui n'avait rien d'économique. Rendre disponible une information de qualité à la planète entière, sans barrière financière, et contribuer ainsi à la diversité des idées et à l'essor démocratique. En cela, il y avait une réminiscence de l'histoire de la presse moderne. La publicité lui avait permis de se construire comme média de masse en apportant un complément de recettes nécessaire à une large diffusion. Et par une sorte d'effet paradoxal, de contribuer à la création du journalisme moderne. Pour atteindre un maximum de lecteurs, il fallait, pour les quotidiens, traiter un grand nombre de sujets, ce qui renforçait le côté généraliste des rédactions et la promotion d'une déontologie professionnelle, malgré une dépendance face aux annonceurs, atténuée par les règles strictes de séparation entre les contenus journalistiques et les annonces publicitaires. La construction intellectuelle d'un développement mondial de médias d'information financés par la publicité
s'est brisé sur la mutation opérée par les géants de l'Internet. Pour ceux qui fournissent l'information, les plateformes sont devenues de faux monnayeurs. À mesure que les géants du web faisaient croître l'audience des médias, la valeur relative de cette audience diminuait. Pour une raison simple, dans l'univers numérique, l'espace publicitaire à vendre est illimité. Il y a donc une tendance permanente à la baisse des prix. La nouvelle frontière. Puisque l'espace n'était pas la bonne marchandise publicitaire à proposer, il a fallu se rabattre sur le temps. La télévision et la radio faisaient déjà cela très bien. Instruments d'instrumentalisation de la captation de l'attention humaine, selon les mots du professeur de droit américain Tim Wu, ils exerçaient cette activité dans un temps limité, celui d'une grille de programme. Ce que l'un gagnait, l'autre le perdait. Ils étaient donc en concurrence l'un avec l'autre dans le cadre d'une durée incompressible. Pour développer leurs recettes publicitaires, les géants de l'Internet ont dû conquérir de nouveaux territoires et le faire avec des outils que seuls eux détenaient et qui leur conféraient un avantage décisif. Le nouveau territoire, c'était le temps déjà occupé par des activités peu intéressantes, ou au contraire tout à fait fondamentales. L'outil exclusif, c'était la capacité de connaître l'identité et le comportement des individus grâce à leurs données d'usage. Le service For Data, service contre la donnée, à savoir qui nous sommes, très vite connu de Google, et ce que nous faisons, aimons, vite exploité par Facebook. Le mélange du territoire et de l'outil a donné naissance au capitalisme de l'attention, qui a immédiatement orienté une grande partie de la conception de l'intelligence artificielle. L'algorithme permet de marier la puissance planétaire de la plateforme avec l'affinité individuelle grâce aux effets de réseau et aux milliards de données collectées. Le mécanisme se nourrit de lui-même. L'expansion du nombre d'utilisateurs avec le développement ininterrompu de services permet l'extraction d'un grand nombre de données qui rend possible l'utilisation et l'exploitation de ces données avec une précision croissante pour atteindre deux objectifs, le ciblage publicitaire et l'accroissement de l'utilisation des services proposés par l'entreprise numérique. L'efficacité imparable d'un tel dispositif permet de déployer des leviers publicitaires sur mesure. Le philosophe Yves Citon a distingué 4 catégories. 1. Les messages ou alertes qui rentrent par effraction dans notre paysage mental sont des outils de création d'attention captive. 2. La proposition de tout type de récompense nourrit l'attention attractive. 3. Le développement de messages divertissants, choquants ou sérieux joue sur l'attention volontaire. 4. L'attention aversive, enfin, provient de la peur de manquer l'immanquable, la FOMO. Le trou noir. L'exploitation des données a changé la nature de la publicité et la sociabilité en ligne. L'Internet s'est réorganisé en écosystème exigeant en permanence des réponses à des stimuli rapides et superficiels qui nourrissent les pulsions et les émotions. Un univers de prédation temporelle instable qui se fragilise lui-même car il n'est jamais satisfait. Sans vraiment le vouloir, les géants de l'Internet ont créé un ordre économique attrape-tout. Pour conquérir le temps, il faut saisir tous les objets et toutes les données nées de toutes les vies. Chaque contenu est désormais traité comme s'il était publicitaire. Facebook en est un exemple paroxystique. Ce qui apparaît dans le newsfeed, cette suite de contenus que chaque utilisateur voit quand il se connecte sur son compte, est conçu par un algorithme qui prend en compte de nombreux facteurs liés à ses préférences individuelles, mais également le paiement, la sponsorisation, par celui qui voudra pousser son message et le rendre visible. Facebook mélange les messages publicitaires, les contenus professionnels, journalistiques, les messages politiques, les canulars, etc., ne hiérarchisant ni les récepteurs ni les émetteurs selon leur nature. L'extraction des données n'en est qu'à ses débuts. Et, s'il est légitime de s'inquiéter de l'appropriation des données personnelles, l'utilisation qui en est faite ne devrait pas être oubliée. Car si la première déséquilibre le monde économique en créant des situations de quasi-monopole, la seconde affecte nos vies. À mesure qu'il sera de plus en plus difficile de conquérir du temps supplémentaire, il faudra extraire des données de plus en plus précises pour nourrir des algorithmes qui auront un impact de plus en plus grand sur nos psychés. L'universitaire américaine Shoshana Zuboff a établi le parallèle entre capitalisme industriel et capitalisme numérique. Pour elle, le premier s'est développé à partir de l'appropriation de la nature et l'extraction de matières premières de la planète jusqu'à en menacer l'équilibre. Le second exploite, avec la même intensité et sans souci des conséquences,
les données identitaires et comportementales, sans contrat autre qu'individuel et sans se préoccuper du bien commun. Nous sommes devenus les mines à ciel ouvert que forent les outils numériques à chaque fois que nous les utilisons. Et ce forage devient de plus en plus profond. La surveillance de nos vies est l'extension naturelle de la publicité ciblée.